C'est en Bretagne que ces 3 crimes ont été commis. En premier lieu, nous nous retrouvons à Paimpont, où une femme, mariée, mère de 4 enfants, fut portée disparue. C'est dans un petit quartier où tout le monde se connaît que cette femme, nommée Marie, fut portée disparue pendant que son mari se rendait à la gendarmerie. Le second crime se déroule à Saint-Malo, où un enfant de 2 ans est déclaré décédé par sa mère, jeune femme de 21 ans. Pour cette mère qui se débrouille seule, aidée de sa meilleure amie, ce décès est selon ses dires invivable. Pour finir, un cadavre en état de décomposition a été retrouvé non loin du club de tennis de Quimperlé. Une petite ville calme et sans histoire. Afin de tenter d'élucider ces faits, des enquêtes vont être menées. Ma maman rentrait chaque soir vers 18 h et ce mardi 18 juin, elle n'est pas rentrée. C'était dur parce qu'elle disait qu'elle nous aimait énormément et qu'on était sa raison de vivre. Donc on a tout de suite alerté les gendarmes qui sont venus à notre domicile. Ensuite, comme ils l'ont pas trouvé, ils n'ont rien trouvé intéressant, ils sont allés au lieu de travail. Et Stéphanie, qui est son collègue et son amie avec qui elle se rend bien, était partie en jogging le temps quand elle avait disparu. Alors, différentes recherches débutèrent, telles que des battues, des vols en hélicoptère au-dessus de Paimpont. Grâce aux chiens de la gendarmerie, le corps de Marie fut retrouvé au bord de la forêt de Brocéliande. La police scientifique arriva immédiatement sur le lieu afin de savoir s'il s'agissait de la scène de crime et afin de récolter les premiers indices. Lorsque mon équipe et moi-même nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons tout de suite analysé la température corporelle grâce à la méthode thermométrique pour trouver qu'une information essentielle, à savoir la date et l'heure de la mort. De 8 h à 12 h en moyenne après le décès, la température du corps devient peu à peu équivalente à celle de l'environnement. C'est le phénomène d'homéothermie qui s'arrête. En effet, nous savons sans pouvoir l'expliquer que la baisse de la température s'effectue en 3 phases. La première phase est appelée plateau thermique initial, dans laquelle la température du cadavre diminue très peu. Cette phase montre les limites de la méthode thermométrique, car elle ne permet pas de dater un décès de moins de 3 heures. Pour la deuxième phase, appelée phase intermédiaire de décroissance rapide, la méthode thermométrique est la plus pertinente. La dernière phase est appelée plateau terminal de décroissance lente, durant laquelle le corps finit par avoir une température égale à celle de l'environnement. La méthode thermométrique n'est plus efficace. Plus tard, le nomogramme de Hens est mis en place afin d'obtenir une bonne estimation de la date et l'heure de la mort. Pour effectuer ce nouveau système, la température centrale du cadavre doit être indiquée avec précision ainsi que l'heure à laquelle celle-ci est prise. Cette technique n'est valide que durant la phase intermédiaire, soit entre 3 et 18 heures. De plus, celle-ci considère que lors de la mort, la victime avait une température corporelle entre 36,8 degrés et 37,6. Une hypothermie pourrait donc fausser lors de la mort. Certains éléments peuvent accélérer le refroidissement d'un corps. Lorsque le facteur appelé F est inférieur à 1, le corps se refroidit plus rapidement que lorsque F est supérieur à 1. Cette nouvelle est extrêmement dure à supporter. Mon père nous réconforte énormément et nous promet de tout faire pour retrouver le meurtrier, ce qui est devenu aussi sa priorité. Le corps a été amené à l'institut médico-légal le plus proche pour être autopsié et pour trouver le plus d'informations possible sur cet acte. Nous avons immédiatement classé cette affaire comme étant un acte criminel grâce à une importante trace au niveau du cou se trouvant sur le cou de la mère de famille. La famille ayant reconnu Marie, mes équipes de laboratoire ont pu se concentrer sur les diverses traces suspectes se trouvant sur le corps, au lieu de s'attarder sur l'identification. Le médecin légiste a alors découvert des hématomes au niveau des poignets ainsi que des morceaux de tissu sous les ongles prouvant que la victime s'était débattue. Si la victime s'était débattue, elle avait peut-être laissé des traces de sang à certains endroits, sur les pierres, sur des branches, sur des objets. Nous avons alors aspergé de l'eau oxygénée aux alentours de la scène de crime pour essayer de découvrir des traces de sang. En effet, l'hémoglobine présente dans les globules rouges du sang réagit avec l'eau oxygénée en formant une mousse. Aucune mousse ne s'étant formée, suite à notre expérience, nous avons conclu qu'il n'y avait pas eu de sang.
Avec la technique de l'eau oxygénée, quelconque trace de sang, même nettoyée, sera découverte. Les proches de Marie furent interrogés, mais tous avaient un mobile vérifié et fiable. L'affaire commença alors à se complexifier. Cependant, les enquêteurs commencèrent à étudier le téléphone de Marie retrouvé dans sa voiture sur le parking de son travail. Après l'avoir examiné, des messages suspects ont été retrouvés. Depuis quelque temps, j'avais remarqué que ma maman laissait jamais son téléphone passer loin d'elle. Je ne m'étais pas inquiété, je me disais que c'était pour les cadeaux, les cachets, tout ça. Puis finalement, après ce qui s'est passé, je trouve que son comportement s'explique par les étranges messages. Elle en avait reçu beaucoup. Et les enquêteurs m'ont dit que c'était avec un téléphone et par prépayé et intraçable. Alors que nous commencions à nous inquiéter quant à la conclusion de cette enquête, les résultats de l'analyse des vêtements de Marie nous sont parvenus et ceux-ci révélaient d'importants indices. Les TIC, techniciens en identification criminelle, ont trouvé grâce à la lampe Polylight qui permet de faire apparaître des indices invisibles à l'œil nu. Cette lampe émet de la lumière à différentes longueurs d'onde. Elle nous a permis de découvrir des traces de sperme sur les bas de Marie. Grâce à ces taches de sperme, le profil génétique du potentiel coupable peut être établi. En effet, ce sont les gènes qui permettent la fabrication des protéines. Sur l'ADN, il existe des portions qui ne codent pas de protéines. Certaines d'entre elles, appelées microsatellites ou mini-satellites, sont très variables et permettent d'établir les empreintes génétiques. Celles-ci sont utilisées pour identifier le meurtrier. Les bas de Marie ont été envoyés dans un grand laboratoire pour procéder à la méthode de décomposition métallique sous vide d'air qui consiste à déposer de l'or puis du zinc sur le bas de la victime qui vont adhérer et laisser apparaître l'empreinte digitale du meurtrier en clair sur fond noir. Après les confidences de la collègue de la victime suite au comportement étrange de leur patron ces derniers temps, nous avons décidé de relever ces empreintes. Car celles trouvées sur les bas de Marie ne correspondaient à aucune présente dans nos fichiers. Les empreintes digitales du patron s'avérèrent identiques à celles retrouvées sur les bas de Marie. L'affaire Marie était donc enfin conclue. Sa famille savait maintenant les faits et actes de cette triste affaire. Le meurtrier avait pourtant essayé de cacher son acte, mais le progrès de la science sont de plus en plus difficiles à tromper. De plus, le sperme n'aurait jamais pu être entièrement camouflé, car le textile en a absorbé. Les enquêteurs sont certains qu'il s'agit d'un viol par la triste fin de cette histoire. Nous nous rendons maintenant en Ille-et-Vilaine, suite au décès d'un enfant de 2 ans qui vivait seul avec sa jeune maman célibataire. C'est en Ille-et-Vilaine, à Saint-Malo, qu'une jeune maman célibataire a découvert son fils, âgé de 2 ans, assassiné dans son berceau. Après l'avoir découvert décédé dans son lit, alors qu'elle allait fumer une cigarette et sortir sa poubelle en bas de la résidence, elle a immédiatement appelé la police face à cette effroyable découverte de son enfant sans vie. Je comprends pas, je me suis absentée à peine 15 minutes. Il n'y a pas énormément de gens dans ma résidence, beaucoup de personnes âgées. En si peu de temps, personne n'a pu entrer ou sortir de l'immeuble, je l'aurais vu. Mon appartement est situé au 3e étage. Il était resté ouvert. L'heure du crime a donc été établie assez précisément. L'étude précise de la scène du crime s'est révélée fondamentale. Nous avons décidé d'utiliser du luminol. Cette molécule permet d'émettre une luminescence qui, en présence d'un catalyseur, permet d'observer les taches de sang dans l'obscurité. En effet, le catalyseur augmente la vitesse de la réaction chimique. Des traces de sang ont ainsi été découvertes sur la scène de crime. La position de ces traces est déterminante pour connaître l'emplacement du tireur. Suite à l'importante tache de sang découverte sur la poitrine du garçon, qui a révélé une blessure par balle, et après avoir balisé l'appartement et limité l'accès à l'immeuble afin de ne pas compromettre les débuts de l'enquête, dès lors, le corps fut emmené à la morgue et l'expert en balistique a alors démontré tout son savoir en étudiant le mouvement des projectiles, afin de découvrir l'arme précise ainsi que le calibre utilisé. Suite à l'autopsie, une balle a pu être retirée du corps de l'enfant. Ce projectile est constitué d'un étui dans lequel se situe de la poudre au-dessus de la balle. Au-dessus, une balle ferme le projectile. Et dans le but de trouver le type d'arme utilisée par le meurtrier, plusieurs domaines d'études peuvent être exécutés. La balistique est divisée en 3 parties. La balistique interne, qui se concentre sur ce qu'il se passe à l'intérieur du canon de l'arme afin de pouvoir cibler l'arme utilisée. En effet, chaque balle a des caractéristiques particulières telles que des marques laissées par l'arme lorsque le projectile est expulsé du canon.
Après cette étude, la balistique externe, permettant d'étudier le mouvement du projectile lors de sa sortie du canon, aussi appelée balistique extérieure, est moins utilisée par nos équipes malgré que celle-ci soit importante afin de prouver la position précise du tireur. Pour finir, une étude permettant d'examiner l'action qui se produit lorsque le projectile atteint sa cible, ainsi que les réactions biologiques et physiologiques qu'il entraîne, doit être faite. Sur l'enfant, nous avons pu constater que le meurtre s'était produit avec une balle perforante. Il y a donc 2 blessures, une entrée et une sortie. Celle d'entrée est une zone rouge de peau abrasée d'où s'est écoulé un peu de sang. Au contraire, beaucoup de sang s'est écoulé de celle de sortie et la blessure est plus large et plus irrégulière. Cette étude nous a permis de conclure que l'enfant a été tué de dos. L'arme a alors été découverte grâce aux résidus de poudre et celle-ci a été retrouvée chez le père de l'enfant qui venait de perdre sa garde, suite à des gestes de violence. Un meurtre par balle est presque impossible à camoufler lorsque le meurtrier ne peut pas tenter de cacher la victime. Pour ce dernier crime, nous allons à Quimperlé, où une étrange découverte a eu lieu. Alors que 2 jeunes s'échauffent avant l'ouverture de leur club de tennis et le début de leur entraînement, ils ont aperçu un cadavre dans un fossé derrière la salle de tennis, un lieu où personne ne se rend habituellement à cause de la présence de ronces et d'herbes hautes. Après avoir prévenu leur entraîneur, Stéphane, ils appelaient immédiatement la gendarmerie qui leur ordonna de ne rien toucher afin de ne pas compromettre l'enquête. Après avoir quadrillé les lieux en interdisant l'accès au terrain de tennis, mon équipe et moi-même avons étudié le corps qui se trouvait dans un état de décomposition avancé. Il nous fallait impérativement déterminer depuis combien de temps le cadavre se trouvait sur les lieux et ainsi déterminer l'heure du crime. De nombreuses photos ont été prises. Les techniciens en identification criminelle ont prélevé tous les indices possibles. Nous avons étudié les lividités cadavériques. Celles-ci apparaissent dès la mort de l'individu et leur coloration de rouge à violacé ainsi que leur positionnement sur le corps de l'individu évoluent dans le temps et permettent de déterminer si le corps a été déplacé. Les lividités cadavériques étant fixées, nous avons conclu que le crime avait eu lieu il y a au moins 12 heures et que le corps n'avait pas été déplacé. Nous avons donc décidé de passer à l'étude de la rigidité cadavérique, qui est l'enraidissement progressif du corps, dû à la perte d'élasticité des muscles. Cet état ne dure que 2 ou 3 jours avant la décomposition de la matière organique par des bactéries et est aussi appelée la putréfaction. La perte d'élasticité est due au manque d'approvisionnement en énergie, ce qui entraîne une accumulation des ions calcium Ca2+, dans le réticulum endoplasmique des cellules musculaires. De plus, cette accumulation entraîne la formation de ponts entre les filaments d'actine et de myosine, ce qui cause l'aspect figé du muscle. L'étude de la rigidité cadavérique a permis de conclure que le décès avait eu lieu 48 heures avant la découverte des jeunes, et ainsi d'entamer l'étude des insectes après le début de la putréfaction. En arrivant sur les lieux, aucune odeur particulière ne se dégageait du cadavre. L'étude des insectes est appelée l'entomologie criminelle. Il existe 4 catégories d'insectes. Les nécrophages qui mangent les tissus, les nécrophiles qui se nourrissent des nécrophages, les omnivores qui se nourrissent des poils et des tissus, et les opportunistes qui se réfugient dans le cadavre. Pour déterminer la date de la mort, les entomologistes utilisent la méthode de Pierre Menand. Ils se basent sur la succession de 7-8 escouades de nécrophages et récupèrent les insectes pour les identifier et déterminer la date de la mort. Après avoir mis en relation les disparitions dans notre département, nous avons pu identifier le corps comme étant celui d'un homme, marié et père de 2 filles. La famille a donc été immédiatement prévenue. Les recherches classiques d'une enquête qui pourrait être classée comme criminelle ont débuté. Le corps n'étant pas dans un état de décomposition avancée, nous n'avons pas eu besoin de faire appel à un anthropologue qui est le spécialiste de l'étude des os. L'analyse du crâne n'a donc pas été faite. De plus, nous n'avons pas eu besoin de réaliser un autotomogramme qui consiste à comparer les dents du corps en faisant des moulages à celui des hommes portés disparus, si ceux-ci possèdent des radios dentaires ou un dossier chez un dentiste. Les recherches classiques d'une enquête criminelle ont suivi, mais certains points étaient plus compliqués et l'enquête se complexifia. Sa résolution nous est donc inconnue. En effet, la résolution de ce crime est encore inconnue à ce jour. L'affaire sera classée
et sera un échec pour les enquêteurs. Le meurtrier pourra considérer ça comme un crime parfait. Cette intrigue montre que les méthodes d'investigation ne sont pas toujours assez précises, notamment lorsque le cadavre est découvert relativement tard. Cependant, le progrès en matière de recherche scientifique sont très importants, mais ne sont pas divulgués pour éviter d'être utilisés par de potentiels meurtriers. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine en Alsace pour un prochain numéro. Bonne soirée à toutes et à tous.